La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Il faut commencer par la mairie de Senon, qui nous accueille avec le Rocher de Palmer, qui depuis le début, depuis 3 éditions maintenant, nous fait confiance et nous accueille et nous met à disposition un outil exceptionnel pour réussir à vous accueillir et organiser ces échanges. Donc ça, c'est très précieux et on remercie encore le Senon et le Rocher de Palmer. Après, on a évidemment beaucoup de partenaires que je vais me permettre de citer. Nous avons la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Nous avons aussi l'Utopia, le cinéma Utopia, avec qui nous avons fait une soirée hier soir, une projection avec les équipes de Mediapart où on a pu voir le film Personne n'y comprend rien. Nous faisons aussi de l'éducation média avec la ville de Pessac et la ville de Senon en parallèle du festival. Bonjour. Semaine, Est-ce que vous entendez tout? Est-ce que vous avez l'image? Avec qui on a discuté, échangé sur la place du journalisme. Est-ce que vous avez le son? Nous avons aussi Enercop qui cette année nous rejoint, Enercop qui nous soutient pour une nouvelle édition, donc on est très content, avec l'arrivée aussi de Coop Média, qui est une initiative que vous pouvez découvrir sur le oui, il y avait du souffle dans le micro, excusez-moi. Deux partenaires historiques qui sont très importants pour nous. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Le chat ensemble, puisqu'il y a eu un rapprochement entre les deux structures, et aussi la Maïf. Image et son sur scène un peu bas. Okay. Depuis quasiment le début, ce sont les soutiens inconditionnels. Je coupe mon micro. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là pour apporter leur présence humaine, leur participation, et vraiment ce sont deux partenaires à chaque fois sur lesquels j'insiste, parce que vraiment ils jouent le jeu depuis le début avec nous. Nous avons aussi un live, vous avez vu, il y a une petite cabine ici. Depuis le début du festival, nous sommes rediffusés en live grâce aux équipes des ateliers du stream, qui font partie de la famille Far West depuis le temps, avec Jérôme Garin et Noémie qui sont derrière, et Noémie Marfait. Et cette année, le live, il est pimpé avec notre ami David Dufresne et l'équipe de Au Poste. Enchanté. À la base, David est un journaliste indépendant qui a créé un média qui s'appelle Au Poste, qui est surtout basé sur Twitch. J'espère pas dire de bêtises, il me contredira si je dis des bêtises, je pense. Et David va passer la journée avec son équipe à interagir entre les internets et la vraie vie ici, même si Internet c'est un peu la vraie vie aussi, hein, quand même. Voilà, il va nous préparer une petite formule un peu hybride, on va improviser. J'oublie pas aussi Pogo Echo. Alors si je comprends bien, il y a de l'écho dans mon micro, c'est ça? Il y a les... festival. Antoine fait partie de la famille, c'est un ami, et sans lui... Ça, on n'avait pas pensé à ça, merde. On n'avait pas pensé à ça. Donc vous avez compris, je suis comme un commentateur sportif. J'ai devant moi un plexiglas qui va me permettre de parler sans déranger le public et de commenter. Ah, je vois Antoine Chao qui est là. Vous n'avez pas d'écho? Bon, bah super. Alors attendez, j'ai plein de réglages à faire. Je vous laisse avec le festival. On a une journée de débats extraordinaires qui vont commencer. Je vous laisse avec le festival. Je reviens dans 2 minutes. Les avoir à nos côtés, c'est assez fort. Je ne vous lis pas juste pour faire la liste, vraiment. Enfin, cette année, la programmation du festival, évidemment, c'est Clémence qui va vous l'expliquer. On la dirige, on la prépare, mais cette année, on a fait rentrer dans l'aventure des partenaires médias qui nous ont aidés à affiner cette programmation, au premier titre duquel Mediapart, avec qui on a fait une projection hier, mais on a aussi Politis, qui a aussi un stand sur place et qui participera à une des tables rondes. Clémence vous expliquera la table ronde. Et on a aussi Blast, qui est un média en ligne, pareil, que vous pouvez retrouver et qui va venir aussi intervenir sur la première table ronde. Au Poste de David Dufresne dont je parlais, et on a aussi une codiffusion du live avec Monsieur Mondialisation, qui a des comptes sociaux très suivis, avec qui on partage des valeurs communes. Voilà, je pense avoir oublié personne pour les soutiens pour le festival. Et je vais laisser la parole à Clémence pour nous expliquer la programmation du festival. Promis, on va faire ça vite, ça va pas tarder à commencer. Donc la programmation, si jamais vous avez des trous sur les horaires ou à la billetterie, il y a plein de flyers avec le programme. On va commencer avec la première table ronde journaliste sous pression avec Valentino Berti de Mediapart, Olivier Jourdan-Rouleau de Blast et Lina Ricci de Street Press pour discuter en fait de toutes les pressions que rencontrent les journalistes sous toutes leurs formes. Ensuite,
on mange. On a un food truck à l'extérieur qui vous propose à manger. À 13h30, on reprend avec la table ronde sur l'écoterrorisme, où on va s'interroger sur aujourd'hui pourquoi est-ce que quand on parle de l'écologie, on parle plus des choses qui ont été cassées et détruites que des revendications écologistes. On va enchaîner avec une table ronde sur le racisme dans les médias pour se poser la question de aujourd'hui, c'est difficile d'allumer la télévision sans entendre des propos racistes. Donc, quelle est la place des médias dans cette perception-là et surtout comment les personnes principalement concernées subissent ça. Et enfin, on terminera avec la table ronde sur les violences sexistes et sexuelles de DSK à Depardieu. Et on a des invités qui nous permettront de retracer ça pour se poser la question de qu'est-ce qui a changé, est-ce que des choses ont changé et comment ces choses-là ont impacté. Et je sais que ça fait mal, hein, mais faire découvrir potentiellement l'affaire DSK aux plus jeunes festivaliers, c'était il y a déjà un certain temps. Pendant le festival, à un moment, il y aura une pause également pour un speed dating que nous avons renommé entre nous cheese dating, parce qu'il y aura également du fromage à déguster en même temps. Vous pouvez, si vous souhaitez, à l'extérieur de la salle, vous inscrire. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de place pour rencontrer certains des invités du festival sur un moment d'une dizaine de minutes privilégié. C'est un moment de goûter et de discussion. S'il n'y a pas de place, c'est pas grave. On a un super village des stands où vous pouvez découvrir beaucoup de médias indépendants, beaucoup de médias qui ont besoin de votre soutien. Et votre soutien, souvent, c'est juste de les connaître, en fait, de savoir qu'ils existent. Il y aura également une exposition de Lucas Kleinholz, qui est un photographe qui a travaillé sur les dépôts d'hydrocarbures. Et pendant ce temps de cheese dating, goûter, de 16h30 à 17h, il sera là. Il sera présent pour vous parler de son travail, pour vous parler de ce qu'il a fait. Et après, le festival se termine. Et on sait que les personnes qui sont dans cette salle, évidemment, seront toujours là à 19h à la fin des tables rondes. N'oubliez pas, vraiment le village des stands pour aller soutenir les médias indépendants parce que vraiment ils ont besoin d'être connus et d'être reconnus et ils vous attendent à l'étage. Mais en attendant, il y a une table ronde qui va commencer sur les journalistes sous pression. On peut dire que c'est bon ? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, pendant qu'ils montent sur scène... Donc, les amis, je vous explique. Moi, je remonte le chat. Comme vous a dit je remonte David le chat. Du Média au Poste est à côté. Donc, ce qui va se passer, c'est que en cours de conférence, et non pas à la fin de la conférence, parfois, on prendra des questions du chat. Et parfois, je vous demanderai, est-ce que vous avez des questions ? Donc, ne soyez pas surpris. Et j'ai une toute petite demande, c'est, avez-vous des questions ? Posez-nous des questions. Essayez d'être bref, entre guillemets, je vous oblige à rien. Mais voilà, ça va être un moment un peu participatif. Et vous l'avez compris, nous sommes déjà en retard. Donc cette table ronde ne terminera pas à 13h. C'était 11h, midi et demi. Elle terminera plutôt à 12h45. Voilà, parce qu'on est déjà en retard. Donc vous avez compris, je suis dans la salle. Merci d'être là. Présentateur sportif. Je suis... à droite de la. Je vais commencer par vous présenter, même si c'est bien écrit derrière. Donc, Lina Ricci, vous êtes journaliste au pôle enquête de Street Press. Valentine Auberti, vous êtes journaliste à Mediapart et co-directrice de la rédaction. Et vous, Olivier Jourdan-Rouleau, vous êtes directeur du pôle enquête de Blast. Comme on a déjà pris pas mal de retard, on va commencer tout de suite. Et pour le coup, ça va beaucoup être des questions collégiales, où en fait la question s'adresse à tous les trois. Et tous les trois, vous travaillez pour des médias indépendants qui se positionnent quand même souvent sur des sujets sensibles, voire très sensibles. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous donner des exemples concrets de pression que vous avez déjà subies ? Bonjour à tous. Alors, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis au pôle enquête de Street Press. Et en 2 ans et demi, concrètement, ce que je trouve le plus impactant, c'est les procès. Moi, j'ai eu 2 procès. Le premier visait ma rédaction. Le second, ma rédaction pour un article, mais aussi moi en tant que complice. Donc voilà, il y a des gradations dans les pressions. Le premier, c'était assez
inattendu. C'était pour un article sur une gendarme haut placée qui s'était immolée par le feu et qui mettait en cause sa hiérarchie selon une info qu'on avait eue. Et en fait, elle avait aussi des problèmes familiaux avec la justice, la justice aux affaires familiales. Et c'est finalement son mari dont on avait parlé et qu'on avait qualifié de mari violent qui portait plainte. On a gagné le procès, mais voilà, comme quoi les pressions peuvent venir de partout quand on fait des articles sur des sujets sensibles. Et j'en parle parce que sur les violences sexistes et sexuelles, étant donné que c'est une stratégie de défense d'attaquer en diffamation, ça arrive souvent d'être attaqué. Et le second procès, c'était Venom, une marque de sportswear. J'avais fait une enquête sur le monde du travail, donc sur du harcèlement moral, donc des propos racistes du patron, ça coupe la qui a scène, porté c'est plainte. ça? Et là, c'est la première fois que je me suis retrouvée prévenue. Et donc, à la place du prévenu au tribunal, pour un journaliste, c'est toujours particulier de changer de place. Voilà. Pour moi, c'est ce qui est le plus difficile en enquête parce qu'on a ces procès qui durent qui sont longs. C'est des procédures qui arrivent souvent 3 ans après. Et en fait, c'est derrière notre tête, on a ce jugement qui arrive. Et puis sinon, le cyberharcèlement, évidemment, vient aussi avec. Pour compléter ce que dit Lina, effectivement, les pressions judiciaires sont hyper fortes. Par exemple, depuis que Mediapart existe, depuis bientôt 17 ans, on a eu plus de 300 procédures judiciaires, plus de 300 procès, et donc on en a perdu 5. Je le dis pour être parfaitement transparente. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez présent. Et toutes ces procédures judiciaires, mais c'est normal que des journalistes répondent devant les tribunaux de leurs écrits. En revanche, il y a des pressions judiciaires qui ne sont pas forcément. Est-ce que vous m'entendez quand je parle et est-ce que ça baisse un petit peu le son de la scène? Je pourrais donner comme cas concret, c'est quelque chose qui a touché Mediapart il y a quelques années dans l'affaire Benalla, une tentative de perquisition du journal. Mediapart avait révélé des enregistrements clandestins venant documenter des pratiques d'Alexandre Benalla et la violation de son contrôle judiciaire. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais donc une enquête avait été ouverte non pas sur les faits, mais sur ces enregistrements clandestins. Et donc, des procureurs s'étaient pointés à l'entrée du journal, mais sans le mandat nécessaire pour ça, pour venir perquisitionner. Donc, on a refusé la perquisition. Et puis, on a ensuite Alors, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. J'ai un petit bouton qui me permettrait Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une façon d'instrumentaliser la justice et de l'utiliser à la modératrice du débat qu'il y a une question du chat. Voilà, je passe le micro à mon... Voilà. Il en a un. Alors je vais le prendre. Alors c'est la Maison Blast qui parle. C'est le quotidien des médias que nous sommes et des journalistes que nous sommes. Nous à Blast, on quitte un média, jeune média, enfin on va fêter 4 ans, ça passe très très vite. On a très régulièrement, toutes les semaines, on doit se préoccuper des procédures et des actions que certains déclenchent en justice face à nos enquêtes et nos révélations. Olivier Jourdain Rouleau. Qu'hier on était à Perpignan suite à une plainte pour injure et diffamation contre un corps constitué qui est la police municipale de M. Alliot. Tout ça pourquoi? Parce que nous avions produit et révélé en 2023 les méthodes très particulières de sa police dans des déchaînements de violence, et je pèse mes mots, il suffit d'aller voir les documents que nous avions produits et les vidéos. Ce qui nous a valu, évidemment, quand on est face à ces documents, on travaille, il y a un certain nombre d'étapes dans ce métier qui sont à respecter pour pouvoir être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on produit et de ce qu'on présente. Bon, ça c'est très courant, mais enfin, en tout cas, M. Alliot et les responsables de la police ont évidemment évité d'accepter une discussion sur les éléments que nous allions produire. Et 2 jours après, il a demandé à son conseil municipal de l'autoriser à porter plainte contre notre rédaction et Denis Robert, le directeur de Blast. Donc voilà, on était au tribunal avant-hier. Très favorablement connu de nos services, Denis Robert. Dans ces moments-là, c'est important, enfin on en parlera évidemment, d'avoir le soutien
d'organisation, qu'elle soit professionnelle ou engagée. Vous, c'est très important ce que vous faites ici, mais hier j'ai eu un appel de la responsable juridique de RSF qui venait d'ailleurs aux nouvelles sur ce procès, qui est clairement... tenez-vous bien, on va sortir l'article là, dans une heure, où il est peut-être déjà en ligne. Au moment où on sortait de ce procès, il se trouve que 4 fonctionnaires de la le débat il porte vraiment sur de Perpignan, sur les journalistes sous pression, pas sur la concurrence. Qui pointait et qui révélait ces méthodes d'une brutalité hallucinante, ont été mis en examen pour une nouvelle affaire de violence policière. Et avec nos confrères de Mediapart, nous avons Nous avons sorti ensemble, je vais terminer, de nouvelles vidéos et de nouveaux documents début 2024. Mediapart en a sorti d'abord avant nous, et puis nous, quelques jours, on a complété ça. On a à la fois un déchaînement de violence incroyable, des images extrêmement choquantes d'interpellations dans les rues de Perpignan par la police municipale de M. Alliot, qui ont conduit à la condamnation d'un agent de cette police à 6 mois de prison en 2024. Voilà à quoi nous sommes confrontés, et c'est notre quotidien. En tout cas, moi, c'était mon quotidien hier et avant-hier. Ça fait des très grosses journées, quand même. Quand on a discuté, Lina, vous m'avez dit un truc que j'avais trouvé assez intéressant. C'était, oui, nous, on touche à des choses moins étatiques que Mediapart et Street Press. Nos procès, ils sont plus petits. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette impression-là, mais ils sont quand même extrêmement déséquilibrés, notamment avec Venom. Et est-ce que, justement, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur... On s'en doute que quand on attaque la police ou l'État, on est face à énorme, mais en fait, aussi, face à des plus petits procès comme Venom, c'est aussi déséquilibré. Oui, Venom, c'est un bon exemple parce que... peut-être aussi, rappeler ce qu'est Venom. Je me rends compte, peut-être. Venom, c'est une marque de sportswear qui est adorée par les policiers et les mecs de quartier populaire. C'est globalement viriliste. Et du coup, on peut retrouver ça dans des clips de rap de Caris, mais aussi dans le film Les Misérables, le policier porte Venom. Et du coup, moi, ce qui m'a intéressé quand des salariés de Venom donc nous sommes en direct de Bordeaux. C'est une marque qui, dans ses publicités, utilise beaucoup cette image quartier populaire avec des modèles noirs, des femmes maghrébines. Et en fait, quand j'entends que le patron aurait des propos racistes répétés, ça va jusqu'à sale arabe, il appelle les arabes de l'informatique, les maghrébins de l'informatique, les Mexicains de France, pour faire une comparaison avec les États-Unis, il y a du sexisme aussi. Il revendique le fait de faire des tailles seulement pour les tailles fines, puisque c'est pas pour les grosses vaches. Il a du mal avec les congés maternité. Il dit qu'il veut pas embaucher de femmes parce que elles partent en congé maternité et servent plus à rien. Et puis aussi, en fait, c'est vrai que nous, Street Press, on a un ton qui peut être parfois provoquant. Avec des titres destinés au web, et donc on se sert du web, et en fait derrière il y a aussi des gens qui souffrent, et moi cette enquête m'avait aussi marquée parce que j'avais aussi beaucoup de souffrance de la part des gens qui étaient essorés par cette entreprise et qui avaient perdu toute confiance en elle professionnellement, juste pour dire que c'est vraiment on n'attaque pas parce qu'on a un problème avec une marque ou autre, c'est vraiment parce que c'est important la santé au travail, toutes ces choses-là. Bref, sauf que Venom, derrière cette image de marque pas si connue, et voilà, elle a quand même c'est un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros par an, donc c'est 6 fois le chiffre d'affaires de Street Press, et c'est une marque qui a beaucoup de sponsors, et qui, par exemple, quand l'enquête est sortie, on pensait que ça allait voir plus de relais, et l'équipe en a pas parlé. On a eu en off des retours de journalistes qui sont au sein des rédactions et qui, eux, sont de bonne volonté, nous ont dit, en fait, c'est un publicité. Ils font des publicités, ils prennent des pages de pub dans l'équipe, donc c'est un peu compliqué. De même, quand l'enquête est sortie, avant même qu'on ait le procès, des influenceurs, des sportifs qui font de la MMA, pareil, avec une image assez viriliste, on commençait à appeler à la haine envers Street Press, envers moi,
Il y a même eu une info selon laquelle j'avais écrit cet article parce que j'avais voulu travailler chez Venom et qu'on m'avait refusé. Bon, quand on voit ma carrière, c'est peu cohérent, mais ça marche puisque c'est des influenceurs qui ont des meutes derrière qui cyberharcèlent. Donc tout ça, on le voit pas forcément, mais il suffit d'avoir les moyens de Venom pour que ça ait une efficacité sur nous et que ça prenne beaucoup de mon temps. Et en fait, c'est des journées où quand on voit son nom apparaître sur les réseaux sociaux, des notifications, en fait, ça atteint quand même rien qu'en termes de temps et émotionnellement aussi. Et puis ensuite, le procès, pareil, c'est des moyens qui sont pour lui moins importants que pour nous quand il attaque. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de déséquilibre entre une grosse marque et nous. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Est-ce que ce bruit veut dire que oui ? Attends, c'est le bordel. Allô ? C'est le bordel. Allô ? Oh oui, on vous entend. Bonjour, vous m'entendez ? Alors, Très bien. Là, j'ai mis le... Ouais. Alors, il y a une question, mais elle est pas... Enfin, je vais la tourner avec le thème du débat. Est-ce que la pression ne serait pas aussi entre vous ? À quel point la concurrence des médias indépendants est-elle rude ou non ? Et comment chacun aborde cette concurrence ? Est-ce qu'ils sont contents qu'elle existe ? Est-ce qu'il y a une frustration ou une impression de se marcher dessus ? Et merci là, au poste. Et c'est une question de deux flashs. Allez, moi je prends la main. De flash, merci. Oui, nous sommes concurrents. Oui, quand Mediapart, début 2024, a sorti les nouvelles vidéos révélations sur Perpignan, j'étais pas très content. On a complété, bravo. Et voilà, et bravo pour le boulot. Évidemment qu'on est... C'est la nature des choses que nous sommes concurrents, on est dans un champ concurrentiel qu'il faut savoir dépasser parce que, je le répète souvent, pour moi, il y a un des plus beaux mots de cette profession qui, à mon avis, est très peu pratiqué, c'est confraternité. Et face à ces agressions, ces difficultés, vous m'avez entendu là quand j'ai parlé avec la c'est très très important, c'est fait. Il existe un certain nombre d'organismes, le Fonds pour la presse libre, RSF joue un rôle extrêmement important et est là très très régulièrement. Et petit message, s'il y a des journalistes qui sont en difficulté, la responsable de RSF m'a dit que je vous donnais votre numéro. Enfin, n'hésitez pas, ce sont des gens qui sont là. C'est très important de ne pas être isolé. En fait, je suis à côté de la scène. Et alors, quand face à ces agressions, cette concurrence naturelle entre nous, il faut savoir dépasser ça. Moi, je me souviens, ça concernait Street Press aussi, de la façon dont un média qui s'appelle Reflet, qui fait un travail aussi remarquable depuis des années dans une toute petite économie, avait récupéré des dizaines de milliers de documents de leaks sur Patrick Drahi et avait été empêché par une procédure totalement innovante et abusive d'un tribunal, tenez-vous bien, de commerce. C'est-à-dire que Patrick Drahi, grâce à des textes et à des lobbyings qui sont faits pour de plus en plus grignoter le secret des sources, nous empêcher de travailler, etc., a réussi à saisir un tribunal de commerce, c'est-à-dire un juge non professionnel, non compétent en matière de droit, qui est, pardon s'il y a des gens qui sont au tribunal de commerce ici ou des commerçants, mais enfin, qui est un juge élu par des chefs d'entreprise, voire des commerçants, je dis rien contre le commerce, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la presse, et il existe des juges professionnels qui sont totalement spécialisés. Donc il saisit ce tribunal qui empêche par anticipation Reflet d'écrire quoi que ce soit sur les documents qu'il a, sans savoir ce que Reflet va écrire ou pas. Enfin, c'est totalement sidérant. Donc la profession s'est mobilisée, il y a eu un certain nombre de communiqués, une mobilisation importante qui a été faite. Moi j'ai appelé Patrick, Antoine Champagne, et je lui ai dit, écoute Antoine, il faut aller plus loin, tu es bloqué, nous on fait ce que tu veux pour t'aider, mais je pense que ce que tu dois faire, tu continues tes enquêtes, tu refuses cet arbitraire-là, il y a un risque énorme qui pèse sur toi, nous on t'accueille, on va prendre la responsabilité sur ça et on doit organiser quelque chose qui tourne. Ça doit aller chez Mediapart, ça doit aller chez Street, etc. Ça a donné une opération qu'on a montée qui est absolument, à mon avis, unique en France et remarquable, qu'on a montée avec Street et Reflet. On a construit un pôle dédié qui a travaillé pendant des mois. Chacune de nos rédactions a payé 2 journalistes pour amplifier les révélations sur ces documents. Et ça veut dire que le petit média qui était seul et isolé et très faible face à M. Patrick Drahi, ils se sont retrouvés avec une coalition de 3
médias qui ont amplifié le truc. On a dédié des équipes et on a sorti 3 journées spéciales avec 30 enquêtes exclusives. On a bouffé, analysé des dizaines de milliers de documents. Et la réponse à M. Drahi, c'est une amplification considérable parce que les résultats de vue, de lecture de nos 3 médias concentrés, c'est énorme ici. Voilà une réponse très concrète. Il faut aussi prendre des initiatives et être innovant. Il y a des tas de choses à penser pour réagir et refuser tout ça. Voilà, j'ai été un peu long, pardon. Non, mais juste pour... je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Et, en fait, on n'est jamais aussi fort que quand on est unis et quand on est ensemble. Évidemment qu'on se tire la bourre pour sortir des infos et que c'est énervant quand c'est le confrère qui l'a sorti avant parce qu'on a travaillé dessus longtemps et que c'est aussi, quand on est un média indépendant, sortir une info, l'occasion d'amener peut-être des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices et donc d'assurer une forme de pérennité financière, etc. Enfin, que tout ça, c'est lié. Mais on est plus fort quand on est ensemble. On fait régulièrement des coprods. Enfin, on se met d'accord, que ce soit d'ailleurs avec des médias pas forcément tout à fait indépendants, mais je sais pas, voilà, on a cité Street Press, ça nous est arrivé aussi de travailler ensemble, et Blast, mais aussi des fois avec Libération sur des violences policières. Enfin, il y a tout un tas de cas. On est aussi dans des consortiums avec des journaux internationaux pour sortir des grosses enquêtes qui demandent, comme l'a expliqué, du temps, beaucoup de temps, donc de l'argent, et puis d'éplucher des documents, des leaks, des trucs très lourds qu'on peut pas faire tout seul en fait. Et puis pour démultiplier l'impact, sortir à plusieurs des informations, c'est forcément ça calme un peu le camp d'en face, quoi. Est-ce que tu veux réagir aussi, Lina ? Ouais, moi je pense qu'en plus c'est chouette parce qu'on a tous des identités différentes dans les médias et du coup c'est important cette concurrence. C'est pas pour faire l'apologie du capitalisme, mais en réalité ça permet d'étudier des champs d'enquête que l'autre rédac à laquelle l'autre rédac n'aurait pas pensé. Et en fait, c'est galvanisant aussi de sortir des enquêtes que les autres médias n'ont pas faites. Non, franchement, je pense que cette concurrence, elle est importante aussi quand c'est confraternel, justement. Et pour pas faire de jaloux, est-ce qu'il y a une question et de jalouse ? Est-ce qu'il y a une question dans le public ? Ah, là, il faut que je me lève. Attention, c'est bon. Et ça, David, il fait tout. Il sort de derrière sa petite bulle comme ça. On est la première conférence, donc on essuie un peu le... Qui voulait poser une question ? Ici. Alors, je vous explique un truc très important. Là, vous êtes filmé de dos, c'est-à-dire pas reconnaissable. Si vous voulez être vu, vous vous tournez. Voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, vous n'êtes pas filmé à votre insu. Hein. On fait très très attention à ça, hein, surtout avec toute cette concurrence. Non, alors moi j'ai une technique, c'est que je dois garder le micro. Imaginons que vous racontiez n'importe quoi. Il faut, vous voyez. Bonjour. Il y a une grande question qui est financière. Est-ce que vous êtes capable de juger à peu près le poids financier de tous ces procès ou autres tentatives, on va dire, de ralentir les enquêtes, ce genre de choses, à quel point ça pèse sur vos rédactions et comment ça, du coup, peut vous empêcher de produire d'autres choses ? Moi, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que le budget donc on travaille avec un cabinet d'avocats depuis que Mediapart existe. Enfin, voilà, nos avocats, donc c'est le cabinet Seattle. Et en fait, on a un budget de 250 000 € par an pour le travail juridique. Donc ça se passe en amont d'une publication. Donc les enquêtes les plus sensibles, les plus touchy, elles sont la plupart du temps relues par nos avocats qui nous donnent des indications. Après, on fait ce qu'on veut, évidemment. On a aussi appris à être encore meilleur dans la façon de formuler nos enquêtes, d'écrire, dans le respect du contradictoire. Enfin, forcément, on s'est affûté à tout ça. Et il nous accompagne aussi en aval quand il y a des poursuites et donc qu'il faut aller devant les tribunaux pour y répondre. Mais voilà, c'est un budget quand même important. Et si on n'a pas cette possibilité-là, c'est du temps et de l'argent, et c'est aussi ça qui dissuade peut-être des médias plus fragiles d'enquêter. Et aussi, je pense aux journalistes indépendants, les pigistes qui sont précaires, qui n'ont pas forcément de rédac derrière eux, qui savent pas s'il y aura une rédac derrière eux pour les accompagner quand ils seront poursuivis. Donc tout ça, ça a un effet dissuasif. C'est ça qui est mortifère pour l'information aussi. Oui, pour donner quelques éléments de repère. Alors nous, on n'a pas la force et la puissance d'un navire amiral comme Mediapart, mais on réserve
une enveloppe de tour. Alors c'est peut-être où on est très très mauvais, ou on réserve également une enveloppe d'environ 200 000, enfin très très mauvais étant donné Mediapart c'est une très grosse machine par rapport à nous encore, environ 200 000 euros par an, et donc effectivement on paye des avocats qui font, alors on a un avocat en particulier, Maître Cad, que je remercie parce qu'il fait des efforts considérables avec des tarifs, vraiment c'est un engagement, c'est une conviction, et donc qu'il relie régulièrement effectivement les enquêtes. C'est une bataille assez amusante généralement parce que lui incite souvent, et c'est son métier, à la prudence, et moi je bataille, je dis non on peut pas, c'est pas possible, etc., etc. Alors des espèces d'arbitrage, de circuit, selon les énergies du moment, ce n'est plus un ou l'autre qui gagne. Quand c'est très agressif c'est plutôt moi, quand c'est plus sage c'est plutôt lui, et puis derrière on va au combat comme à Perpignan, et on a par exemple là une affaire aussi sidérante de notre point de vue. On est confronté au droit suisse. On avait enquêté sur une société. Il y avait un manager français qui était très harcelant par rapport à ses employées féminines, qui avaient des comportements absolument exécrables, de maltraitance. On a vraiment très très bien travaillé ça avec un excellent journaliste qui est un pigiste régulier qui s'appelle Morane, que je salue, Kerinek. Et on s'est retrouvé face à le simple fait de lui avoir envoyé des questions, de l'avoir sollicité étant donné qu'il était mis en cause par ce qu'on constatait sur le terrain dans cette entreprise. Il a saisi la justice suisse qui, un peu comme nos amis de Reflet, de façon préalable, nous a empêché, nous a interdit d'écrire alors qu'on ne savait pas ce qu'on allait écrire. Et on a été non seulement interdit d'écrire, mais on a dû répondre à des audiences en justice, des convocations. Si on ne répondait pas, on avait des condamnations encore plus fortes. Et donc on a dû payer des avocats suisses qui peuvent aussi être parfois militants, mais enfin ils sont déjà beaucoup plus chers pour un média comme nous, français. Et donc là, on en est pour rien pour l'instant. Enfin non, pas pour rien, parce qu'on a écrit ce qu'on pouvait écrire, et on écrira à la sortie de tout ça. Il est hors de question de lâcher là-dessus. Mais ça coûte de l'argent. On en est à 14 000 euros sur cette affaire extravagante, exotique pour nous. Nous, pour avoir une idée, le chiffre d'affaires en 2024 de Street Press, c'était 800 000. Donc en fait, c'est les dépenses. Et 15 000 euros dédiés aux frais judiciaires. Donc c'est moins que vous, mais en proportion, c'est quand même conséquent. Et un truc à souligner, c'est que parmi ceux qui nous attaquent, il y a beaucoup d'élus, de maires notamment. Et en fait, pour eux, les frais judiciaires sont en fait dans leurs frais de mandat. Donc déjà c'est aux frais du contribuable, mais en plus ça leur coûte rien. Donc pour faire des procédures bâillons, ce qu'on appelle des procédures liées à plutôt censurer les journalistes, donc c'est plutôt une instrumentalisation de la justice. Pour eux ça coûte rien. Donc ça encore c'est un déséquilibre, d'autant qu'il est arrivé à plusieurs reprises que le procès arrivant, le maire retire sa plainte, par exemple. L'élu retire sa plainte, ce qui leur permet de faire un effet d'annonce, on porte plainte pour diffamation, d'engager des frais pour nous, puisqu'on prépare notre défense, et puis finalement de ne pas se confronter vraiment à la justice, ce qui prouve que c'est une instrumentalisation. Et puis je veux dire un petit mot, quand on arrive à obtenir des frais aux dépens, c'est-à-dire que le juge considère que la procédure qui nous a été faite est vraiment abusive, les frais aux dépenses, c'est rikiki. Là aussi, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème face à ces procédures. Jamais remboursé. Enfin, c'est vrai que la profession est mobilisée. C'est quelque chose sur lequel la profession réagit, essaye de faire, entre guillemets, du lobbying face aux autorités, parce que ce qu'on obtient, nous, par exemple, on a fait condamner aux dépens quelqu'un qui vient d'être mis en examen récemment, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. On a sorti, ça a été une des grandes enquêtes de Blas, une série de documents financiers du Qatar, qui laissait penser que, enfin pas qui laissait penser, qui montrait que le Qatar voulait remettre des chèques d'un montant considérable à de hautes personnalités françaises, dont M. Bernard-Henri Lévy, dont Nicolas Sarkozy, dont Michel Platini, etc. etc. On n'avait pas les encaissements de ces chèques, mais on avait le départ. Voilà. Donc on a fait notre travail, et j'ai presque envie de dire que c'est tellement régulier, ces attaques et ces plaintes, que moi, quand il n'y en a pas, je me dis on a loupé quelque chose. Et j'encourage pas. Effectivement, pour nous, c'est une perte de temps. Enfin, il faut être solide. Nous, on peut se le permettre parce que voilà, on arrive à mobiliser des moyens, mais il y a plein de médias qui sont empêchés par rapport à ça. Et donc, pour finir avec M. Bernard-Henri Lévy, on l'a fait condamner 2 fois. Il s'est obstiné et il a dû financer le développement de Blast à hauteur peut-être de 1 000 ou 2 000 euros. D'ailleurs, je demande si on les a réclamés parce que voilà, je voudrais vérifier.
Alors, vous allez croire que j'ai absolument pas préparé ma table ronde, mais c'est juste parce que je trouve ça très amusant. Je vois une lumière. David, il y a une autre question sur le chat. Absolument. C'est une question de Pierrot Galégeur. Salut Pierrot. On fait des dons aux médias, mais est-ce possible de faire des dons auprès d'une structure spéciale dédiée au procès, ou alors des juristes avocats qui pourraient vous venir en aide? C'est le moment, vu vos têtes, je sens que c'est le moment de créer un truc. De l'argent à d'autres personnes que nous. Non, mais je pense que Reporters sans frontières font du bon taf sur ça, je sais pas. Ouais, j'ai peur de dire une bêtise. Oui, évidemment, donner de l'argent à Reporters sans frontières, c'est toujours utile. Est-ce qu'ils apportent, j'en sais rien, est-ce qu'ils apportent du conseil, de l'aide juridique? Oui, je crois qu'il y a de l'aide juridique. Enfin, moi, l'échange que j'ai eu hier avec sa responsable, c'était pour ça, je crois. Bah voilà. Reporters sans frontières ou directement les rédactions dans lesquelles on pourra réutiliser cet argent pour se défendre. On parle beaucoup là des pressions judiciaires, mais il y a une question, c'est est-ce que ce genre de pression, ça fait aussi peur à vos sources? Et comment est-ce que vous faites pour protéger vos sources et leur donner assez confiance pour qu'elles aient quand même envie de vous contacter? En leur garantissant qu'on les protège envers et contre tout, en quelque sorte. Enfin, quand j'ai parlé de la perquisition, pourquoi on s'est opposé à la perquisition? Parce qu'il n'était pas question de saisir du matériel informatique et donc de pouvoir retracer éventuellement l'origine de ces enregistrements, les sources qui avaient pu nous les transmettre. Mais c'est à ça que servent aussi ces procédures bâillons dont a parlé Lina. C'est à dissuader les journalistes d'enquêter, mais aussi dissuader les sources de donner des informations. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler d'Ariane Lavrieux, donc une journaliste freelance qui, pour le média d'investigation Disclose, a mené une enquête en révélant des documents confidentiels défense sur comment la France a vendu des armes numériques à l'Égypte, dont l'Égypte disait qu'elle servait à viser des terroristes. Or, ces armes étaient utilisées contre les populations civiles. Et donc, Ariane Lavrieux, un jour, elle s'est réveillée, elle a été réveillée, tirée de son sommeil par une perquisition à 6h du matin chez elle, avec des policiers de la DGSI, etc., avec une perquisition très lourde, où on lui a saisi son matériel informatique, ses téléphones, et où elle s'est retrouvée en garde à vue pendant quasi 48 heures de mémoire. Alors aujourd'hui, elle est sous le statut de témoin assisté, elle n'a pas été mise en examen, elle n'a pas non plus été totalement écartée de la procédure comme mise en cause, elle va avoir accès au dossier, etc. Mais quel est le but de cette enquête? Si ce n'est découvrir ses sources et donc les mettre en difficulté. Donc c'est là où il y a quelque chose de très, très grave dans ce genre de procédure, et donc il faut absolument pouvoir s'y opposer et qu'elles ne se reproduisent pas trop. Mais c'est bon, après c'est là où il y a des limites dans ce qu'on peut faire aussi. Mais nous, on a été confrontés à, évidemment, on a tous soutenu et on soutient le remarquable travail d'Ariane, qui est une chouette journaliste et une brillante professionnelle. On a été confrontés à une affaire un peu similaire l'année dernière. On a une journaliste qui s'appelle Clara Menet, qui enquêtait sur les questions de livraison d'armes à Israël, et qui suivait un groupe qui menait une opération, un groupe militant qui menait une opération de protestation contre une société qui s'appelle Excelia, qui est mise en cause dans une information judiciaire pour complicité de crimes contre l'humanité à Gaza. Et donc, ces gens-là menaient une opération, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, ils sont rentrés dans le hall, ils ont dû crier ou jeter de la peinture, je ne sais pas. Ce groupe a été interpellé, notre journaliste également, qui a présenté sa carte de presse, qui n'était là que pour son métier. Elle a été amenée de force au commissariat du 11e arrondissement de Paris. Elle a été détenue de façon totalement arbitraire pendant 32 heures, 2 jours et 2 nuits. Je sais, puisque j'ai géré moi-même cette crise-là, et notamment la façon dont on doit mettre en tension beaucoup de choses pour obtenir la libération de quelqu'un qui est détenu de façon totalement arbitraire. C'est-à-dire que vous jouez le rôle de négociateur avec un commissaire, il ne faut pas totalement casser le contact, vous faites monter la pression partout. Et on était en train d'organiser une manifestation. Comme je voyais arriver la fin de journée, c'est la panique extrême, ça veut dire que votre journaliste va passer une seconde nuit sur une planche dans une geôle. Elle a été libérée sans poursuite. Je précise que les militants en question, il n'y a eu aucune poursuite, ça a été classé sans suite.
Et pourquoi elle a été retenue? On parlait de protection de source, parce qu'elle a refusé de donner son ADN et le code de déblocage de son portable, parce que la police française n'a pas à avoir les sources de Blast. Voilà, les contacts, les sources d'un journaliste de Blast qui exerce son métier. Donc, nous avons engagé une procédure contre l'agent judiciaire de l'État. RSF, encore une fois, ils sont là. Merci RSF. A saisi le défenseur des droits et la Confédération européenne des journalistes a lancé une procédure sur la plateforme du Conseil de l'Europe sur la sécurité des journalistes. Voilà un cas exemplaire et arbitraire, d'abord d'abus de droit, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça, c'est une grave dérive, et d'une journaliste qui a tenu et qui a refusé pour la protection de ses sources. J'ai une suggestion de question. Est-ce que vous voulez la poser? Est-ce qu'il n'y a pas une pression de la part des donateurs ou des abonnés qui sont les seuls financeurs finalement des médias indépendants? On n'est pas tous juristes. Est-ce que vous voulez que je pose la question tout seul ou est-ce que vous voulez la poser vous? Pour se défendre, Street Press et l'INAR ici sont obligés de dévoiler leurs sources, sont obligés de faire témoigner leurs sources. Oui, non, comment ça se passe? Non, mais c'est un numéro d'équilibriste puisque à ce moment-là, il y a un échange entre avocats des deux parties et nous pour prouver. Donc en fait, quand on est attaqué en diffamation, il y a plusieurs étapes dans notre défense. C'est d'abord le parti adverse doit d'abord prouver que c'est de la diffamation. Or, quand on dit cet homme politique a eu un emploi fictif et qu'on l'a prouvé, c'est pas de la diffamation. Quand on dit cet homme politique est une nouille, c'est de la diffamation parce qu'on insulte sans contexte, sans expliquer pourquoi on insulte. Ça d'abord c'est définir la diffamation. Ensuite il y a une fois qu'on a dit que c'était de la diffamation. Ah oui, ça peut être une bonne question sur l'IA aussi. Est-ce que l'IA va créer une pression sur les journalistes? Je veux dire. Est-ce que c'est d'intérêt public? Une fois que c'est prouvé que cette information est d'intérêt public, il faut prouver que c'est une enquête sérieuse. Voilà les 3 étapes en gros pour être relaxé. Et en fait, pour ça, il faut produire parfois des preuves de l'enquête sérieuse, donc des notes, des enregistrements. Et en l'occurrence, par exemple, pour Venom, moi, les salariés que j'ai anonymisés, parce que dans le monde du travail, c'est très compliqué de faire parler les gens parce que c'est la vie des gens, c'est la vie professionnelle et même dénoncer un employeur quand on est dans un milieu tendu, milieu professionnel tendu ou dans une situation précaire, ça peut empêcher pour d'autres jobs après puisqu'on est vu comme celui qui parle à la presse. Donc c'est hyper important de protéger l'anonymat. Mais quand je donne mes notes, mes enregistrements, en fait, le patron peut s'en servir aussi pour se venger sur des salariés, puisqu'il peut reconnaître très facilement, en fonction des anecdotes, que moi, j'ai bien fait attention à pas forcément être toujours super précise. Donc là, avec l'avocate, il y a eu un gros échange de à quel point notre défense prime, à quel point la protection des salariés prime, et on a fait le maximum. Voilà, pour protéger l'anonymat des sources. On est rentré en contact avec elles pour savoir à quel point, plusieurs années plus tard, puisque c'est 3 ans après l'article, peut-être qu'elles ont un CDI dans une entreprise où elles ont moins peur de parler qu'à l'époque. Si elles voulaient collaborer, la plupart du temps non, parce qu'en fait un patron aussi qui a autant de pouvoir et qui est aussi toxique que celui-là fait peur même des années plus tard. Mais voilà, c'est de l'équilibrisme, mais on y arrive et l'important c'est nos sources et je pense que la justice en est consciente. Après, il y a une autre chose. C'est qu'on passe à la 17e quand on est attaqué en diffamation. C'est une chambre spécialisée dans la presse. Et du coup, on a quand même des juges, des magistrats qui connaissent très bien ce droit et qui, du coup, sont plutôt favorables à la presse. Mais en revanche, une des techniques aussi de certains qui nous attaquent, notamment les maires, encore une fois, les élus, c'est d'attaquer en dehors de Paris, là où il va y avoir des juridictions il n'y a pas de chambre dédiée au droit de la presse et donc des magistrats qui vont moins être favorables aux journalistes. Je pense que c'était le cas à Perpignan. C'est pas pour rien que Louis Alliot, et encore une fois, je n'avance rien sur la qualité et le professionnalisme des juges à Perpignan et je suis très optimiste pour la décision que nous aurons le 3 avril. Mais
que Louis Alliot aille à Perpignan, c'est évidemment l'idée de ne pas être confronté sur une affaire comme celle qui nous concerne, l'affaire de presse, par des juges qui sont parfaitement qualifiés et spécialisés là-dessus, en pariant peut-être sur une proximité qui pourrait faire jouer quelque chose qui lui serait favorable. C'est ce que tu dis. Ça fait des frais encore en plus en transport pour l'avocat. C'est presse, hein, c'est tout compte. Est-ce que dans le public, et après je demanderai au chat, parce que je sais qu'il y a une question dans le chat, mais pour que ça soit équitable, est-ce que quelqu'un a une... Direct, je vois une question au fond. J'en vois même deux. J'arrive. Waouh, non mais... Ah, ok. Ah non, c'est trop rapide, non? Non, c'est juste que je vois plein de mains se lever et je me demande pourquoi j'ai préparé des questions, moi. Alors on fait plusieurs questions d'affilée? Ouais, on va en faire au moins 2 d'affilée et après le chat. Bonjour, ça tombe bien, j'en avais 2, mais est-ce que vous constatez une montée des procédures bâillons et des attaques envers les journalistes dans leurs enquêtes et dans leur travail depuis la montée croissante de l'extrême droite, on peut le dire, depuis plusieurs années? Et la seconde question, c'était au niveau plus international, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, comment vous sentez la situation pour les journalistes américains là-bas, dans leur travail pour les enquêtes et tout ça? Les journalistes américains, c'est très inquiétant. J'ai vu ce matin, en prenant le tramway, en courant pour essayer d'arriver à l'heure, qu'il y avait je crois, l'organisation des journalistes de la presse présidentielle, ça ne s'appelle pas exactement comme ça, mais c'est l'idée, il y a l'équivalent en France, se plaignait du fait qu'ils étaient de plus en plus tenus à l'écart des mouvements, déclarations et conférences et activités de M. Trump, qui est effectivement difficile à suivre. Mais bon, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis chez M. Trump pour avoir ce type d'atteinte. Alors moi, je pratique une presse très différente de ce que peut être l'exercice d'un journaliste de la presse présidentielle. Mais bon, en tout cas, ça existe. Et ils ont régulièrement, en France, publié des communiqués se plaignant des entraves, de la sélection. On peut remonter aussi de loin dans le temps. Si on va jusqu'à M. Sarkozy, il appelait les rédactions pour choisir l'identité des journalistes qui étaient conformes pour venir couvrir ces activités. Voilà. Mais bon, c'est inquiétant. Nous, on a eu, il y a 10 jours, on a une vingtaine de jours, 3 journalistes du Maghreb qui sont venus en stage à Blast. Alors en stage, j'avais un peu de mal à les appeler les stagiaires parce que j'avais beaucoup à apprendre d'eux. Ce sont des journalistes d'enquête spécialisés qui travaillent dans des conditions exécrables. Et on se dit qu'il y a encore de la marge pour aller au pire quand on voit la façon dont ils travaillent. Et cette foi, cette conviction, ils sont en danger. Ces gens-là, nous, c'est encore confortable. Il y a encore de la marge, sans doute aux États-Unis, mais plus ça va, moins ça va, quoi. Non, peut-être juste pour compléter, sous Emmanuel Macron, il y a eu un truc hyper symbolique qui était de vouloir sortir la salle de presse des journalistes presse présidentielle, quoi, donc des journalistes qui étaient dans l'Élysée, enfin qui n'étaient pas loin de la cour d'honneur de l'Élysée, de la sortir et de la mettre dans une autre aile, donc vachement plus éloignée des allées et venues et du poste d'observation que pouvait représenter cette salle de presse des journalistes accrédités Élysée. Et voilà, ça c'était à la fois concret et problématique et à la fois très symbolique, même sur l'éloignement géographique du pouvoir. Et voilà, pour avoir suivi, pas forcément en tant que journaliste politique, mais quand même avoir fait pas mal de déplacements sur le terrain, au moment où, quand je travaillais notamment pour Quotidien et pour d'autres émissions, on est tous d'accord pour dire que ça s'est durci sous Emmanuel Macron, l'accès en fait à la fois il parle beaucoup, mais l'accès aux déplacements, au personnel politique, c'est considérablement restreint en fait. Et la capacité à ne pas répondre aux questions, enfin c'est vraiment problématique en fait si on veut que voilà le contre-pouvoir que représente la presse s'exerce normalement, sainement. C'est quand même assez problématique. Et je ne sais pas si les procédures bâillons, elles ont augmenté, mais elles sont quand même très régulières. Je me demande si la France n'avait pas perdu des points dans le classement de RSF. Je ne suis pas très précise, là, il faudrait vérifier, mais j'ai le souvenir que dernièrement, on avait perdu des points, notamment à cause des procédures bâillons qui étaient intentées contre des journalistes. On a parlé de Bolloré, champion du genre, on a parlé de Drahi, d'aller devant des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux de commerce notamment,
mais aussi d'autres chambres du droit d'auteur, etc., qui sont pas des tribunaux, qui nous attaquent pas sur le fondement de la loi 1881, qui est la loi qui régit notre profession, et voilà, que chacun peut saisir, évidemment, et c'est normal qu'on réponde de nos écrits, mais c'est pas normal, c'est pas sain qu'on soit attaqué de façon, en contournant ce droit de la presse, quoi, dont on doit répondre. Je rebondis juste, il y a une chose très importante, parmi toutes les choses importantes que tu as dites, dans la graduation des attaques, le pire c'est les attaques, à mon avis le signal le plus inquiétant c'est la multiplication des attaques de faible intensité. Ça témoigne d'une dégradation de nos conditions de travail, je vais vous dire de quoi je pense. Jusqu'ici, ce métier s'exerçait dans un rapport qui pouvait parfois se tendre entre la presse et les autorités. Mais globalement, les élus, les administrations, les fonctionnaires considéraient qu'ils avaient un devoir de réponse et, voilà, quand ils étaient sollicités. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Je veux dire, aujourd'hui, les administrations, les hauts fonctionnaires à la tête d'administration, les directions ne répondent plus à la presse sur des questions très simples. C'est totalement arbitraire. Je voudrais rappeler que le travail qu'ils font, les documents qu'ils possèdent, sur lesquels ils font de la rétention, y compris quand on saisit la CADA et qu'on les fait condamner. Moi, personnellement, le ministère de l'Intérieur, quand je réponds, c'est un service payé par les Français qui exerce une mission de service public, ne répond pas. Service de presse classique, je ne parle même pas du cabinet du ministre, c'est vrai pour tous les... Et il y a une généralisation de ça. Et ça, en faisant ça, vous mettez les journalistes que nous sommes dans une très très grande position de fragilité. C'est extrêmement grave, ça, ces petites choses-là. Attention, hein, il y a le peuple du public qui a des questions. Mais Lina, mais bien sûr. Quelque chose. Moi, j'ai plus le droit de parler. Voilà, c'est ça, Clémence. Voilà. Chat et public, j'ai compris, je ne dirai plus rien. Non, mais c'était pour Olivier. Il faut faire plus court, Olivier. T'es pas à Blast, là. C'est au poste qui dit ça. Vas-y, Non, Lila. mais en plus, moi, ça va être très court. C'est juste que j'ai un peu sondé mes collègues. Street Press, on travaille beaucoup sur l'extrême droite. Et il y a un sentiment davantage de procès depuis à peu près 2 ans. Et pour les pressions liées au cyberharcèlement, nous, on a eu deux périodes. On a sorti une cartographie de l'extrême droite il y a 1 an. Là, ça a été un déchaînement de haine et la dissolution. Où là, c'est mon collègue Chris, qui était là l'année dernière, qui travaille beaucoup sur l'extrême droite, qui s'est souvenu, voilà, là on nous a dit qu'on avait très envie de nous dégommer à la R15, qui est une arme automatique. Bon, il a des souvenirs très précis de ces périodes où l'extrême droite prenant le pouvoir davantage dans les urnes, forcément il y a une libération aussi de la parole et de la haine envers les journalistes. Et je pense que ces procédures et ces réponses moins fréquentes à la presse, c'est aussi lié à un dénigrement de la profession par des champs de plus en plus importants de la politique, quoi. Alors, une question très courte. Du coup, Lina, justement, qui parle de remise en question de la sécurité des journalistes, je voulais savoir, justement, pour ce genre de pression, qui ne sont pas des procès, mais plutôt des menaces et autres, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics que vous êtes amenés à titiller assez régulièrement jouent le jeu ou vont être plutôt mesquins, en fait? Il y avait aussi une question de madame, je crois. Et il ne faudra pas oublier le chat. Tu crois quoi? Tu crois que je vais l'oublier, le chat? Non. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il vous est arrivé ou s'il vous arrive encore de vous sentir surveillé dans votre vie privée. Valentine, c'est pour toi? Par qui? Non, pas moi en tout cas. Mais par exemple, il y a eu l'affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Pegasus, donc du nom de ce logiciel espion qui peut espionner des téléphones sans même avoir besoin qu'on clique sur un lien, etc. C'est une affaire qui avait été révélée par Forbidden Stories. Donc je pense en partenariat avec Le Monde, etc. Bref. Et nous, 2 de nos journalistes, Edoui Plenel et Lénaïque Bredou, qui d'ailleurs est dans une table ronde tout à l'heure sur les violences de genre, ont eu leur téléphone espionné par ce logiciel. Donc voilà, c'est pas forcément
les gens ne nous surveillent pas forcément, pas quelqu'un qui nous suit derrière dans la rue, mais la cybersurveillance, quoi, en quelque sorte, ça c'est encore plus inquiétant, quoi. Parce que bon, bah, là, l'accès direct à votre téléphone, votre répertoire de contacts, de sources, etc., c'est pour le coup, c'est chaud. En faisant très très court, David, toi qui, comme moi, est un vieux journaliste, pardon, toc, quand même les écoutes de journalistes, parce qu'on appelait les RG à l'époque, on entendait le petit clic téléphone, le petit déclenchement c'était assez fréquent, y compris les retours qu'on pouvait avoir sur des âmes bienveillantes qui nous disaient, vous savez, là vous êtes sur surveillance, machin, que ça existe, c'est une vieille histoire. Mais c'était moins des surveillances privées que des surveillances par rapport au travail. Va-t-on dire. Oui, nous, à des fêtes Street Press, l'anniversaire l'année dernière, il est déjà arrivé que des militants de la division Martel, qui est un groupuscule néo-nazi de bébés néo-nazis de 16 ans, qui sont pas si impressionnants en vrai, mais en fait qui font quand même des dégâts, viennent aux soirées pour troller, mais en fait il suffit de les impressionner un petit peu, ils partent. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de bosser sur des enquêtes avec des personnages qui ont été harcelants, voire violents, et du coup d'être paranoïaque quand même. Ça m'impacte sur le mental, puisque j'ai déjà cru reconnaître quelqu'un que j'avais stalké en photo. Je pense que c'était peut-être dans ma tête, mais je pense que ça rend aussi peut-être un peu parfois fou de travailler sur l'enquête et de savoir à quel point on peut être des cibles, mais bon. Et sur la question de monsieur qui n'a pas été stalké par Street Press, pourquoi vous ne répondez pas ? Parce qu'on est embarrassé. Voilà, on ne sait pas. Non, on a cru comprendre que la question c'était est-ce que les politiques jouent le jeu du question-réponse ? C'était ça la question, on n'était pas sûr d'avoir compris. Non, Alors c'était plutôt sur le côté, comme justement vous êtes amené assez régulièrement, par exemple en ce moment surtout Mediapart, à titiller les pouvoirs publics, ou Blast qui parlait tout à l'heure de la police. Est-ce que quand vous-même vous êtes victime de cyberharcèlement, de menaces de mort et autres, là je vais être plus concret, est-ce que derrière les pouvoirs publics, la police, la justice et autres jouent concrètement le jeu ou reculent d'un pas en disant quelque part vous l'avez cherché ? Non, enfin nous, non, en gros on a eu un truc qui nous a un peu emmerdé il y a 1 an et quelques. Non mais en gros quand on a un problème, qu'on dépose plainte, etc., on va au commissariat, on dépose plainte, les plaintes suivent leur cours. J'ai pas constaté de mesures de rétorsion une fois qu'on avait saisi les institutions pour se défendre. Enfin, je ne l'ai pas en tête. Il y a eu un truc qui nous a un peu interpellés il y a un petit moment. C'est Fabrice Arfi qui avait fait un gros travail d'enquête sur la fraude à la taxe carbone. Donc, avec vous voyez cette affaire de fraude à la taxe carbone avec le personnage principal, Arnaud Mimran, qui, donc, en prison, avait sa cellule qui était sur écoute. Et en fait, on s'est rendu compte, en travaillant sur ce sujet et en récupérant des éléments du dossier, et donc les transcriptions de ces écoutes, qu'en fait, il avait en tête de se venger de Fabrice et de lui mettre un compromat sur le dos. En gros, je résume. Et en fait, quand on a constaté ça, et les menaces étaient des menaces de mort, etc., écrites dans ces retranscriptions d'écoute, qui étaient quand même assez explicites. Et en fait, quand on a découvert ça, c'était bien après, et on n'avait pas été avertis par les policiers ou les juges chargés de l'enquête. Comment ? Voilà, ça, on a considéré que c'était problématique, on l'a fait savoir, on a protesté, quoi, voilà. Donc ensuite, les choses ont suivi leur cours, mais ça nous a un peu embêtés parce que c'était quand même des menaces assez sérieuses, quoi. Donc voilà, c'est le seul exemple que là j'ai en tête, mais sinon, j'ai pas l'impression qu'on nous... Voilà, la question est sans doute très bien, mais la réponse est à peu près impossible. Alors c'est dû aussi à la structure, à ce qu'est Blast, qui est un mélange de chronique et de journalisme. Nous avons des signatures chez nous qui cristallisent beaucoup d'agressivité sur les réseaux sociaux, puisqu'on est un média qui a des modes de production vidéo qui répondent tout à fait à ce que sont les consommations notamment de vidéos et de réseaux sociaux. Par exemple, Salomé Saké est l'objet de campagnes d'une agressivité terrible, des choses terribles. Et par rapport à ça, les précautions qu'elle prend, elles sont surtout personnelles, elles sont surtout professionnelles au sein de son entreprise.
les autorités, vous êtes seul au monde, et puis on ne peut même pas leur reprocher. Enfin, c'est très très compliqué. Mais là, le cas de notre confrère Arfi est extrêmement problématique pour le coup. Hein. Est-ce que tu veux réagir à cette... Est-ce que toi, tu as eu des soucis, Lina, ou pas? Et auquel cas, parce que là, je vois la lumière du chat qui devient de plus en plus vive. À part cette paranoïa... T'as pas de micro. Ah, pardon. Non, à part cette paranoïa concernant un policier syndiqué qui était très protégé, que je crois avoir croisé dans la rue, je suis pas sûre. Non, j'ai pas de... Mais... Ouais, non, ça va. Alors, Lina, ça va? Est-ce que le chat, ça va? Le chat va très bien. Vous remercie beaucoup pour la qualité du débat. Alors, il y a Panup qui vous dit, vous dites souvent qu'il y a des déchaînements de haine et autres. Olivier, à l'instant, tu viens d'en parler concernant Salomé. Y a-t-il en face des déchaînements de soutien? Et quel est l'équilibre entre haine et soutien? Et à propos de soutien, une question de pas à pas qui vous demande s'il n'existerait tout de même pas des pressions venant de vos donateurs et de vos abonnés, puisque ce sont vos seules sources de financement. Est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent vos donateurs et abonnés et qui vous empêchent d'être tout à fait libres? Bon, non. Je pense plutôt à... Non, je dis rien. Vas-y, va au bout, David. Non, allez-y. Non, c'est pas Zappa qui a posé. Ne t'auto-censure pas. Non, alors sur la proportion haine, amour, quoi. On a aussi effectivement, on peut aussi se réjouir du fait d'avoir dans nos communautés respectives, je pense, du soutien, des abonnés fidèles qui nous soutiennent et par des petits mots et par leur abonnement, leur fidélité. Donc voilà, ça fait chaud au cœur et on se console aussi, enfin pas qu'on se console parce que c'est même trop faible, mais on tient et on continue à faire ce qu'on fait parce qu'on sait que ce qu'on raconte c'est d'intérêt public, que c'est important pour faire vivre le débat démocratique et que ça a aussi un impact parfois mesurable, parfois pas mesurable, mais que ça y a un impact sur la société ou sur des choses qu'on dénonce qui fait que c'est ça aussi qui est réjouissant. Et sur la partie, est-ce que nos abonnés ou nous titillent, oui, on a des retours. Enfin, ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on veut, mais on est à l'écoute. Enfin, en tout cas, je parle pour Mediapart. C'est un journal qui s'est créé sur deux jambes, sur la rédaction et les articles, les enquêtes, les reportages, les analyses, et sur le club, l'espace en libre accès participatif de Mediapart, qui est donc l'espace où les abonnés peuvent écrire des billets de blog en accès libre, et librement, etc. Et donc on est attaché à cet espace participatif qui peut prendre d'autres formes, et donc aux commentaires sous les articles, on lit les billets de blog de nos abonnés et les adresses qui nous font directement parfois en nous interpellant par mail. On en tient compte et on s'en distancie. Enfin on le prend comme un retour critique qu'on pourrait aussi se faire au sein de la rédaction et pour réfléchir à nos pratiques et aux sujets qu'on traite, tout simplement. C'est plutôt vertueux, je dirais. Peut-être c'est très politiquement correct ce que je dis, mais c'est le cas, je crois. Non, mais les messages de soutien, c'est hyper important. Et je pense que Mediapart a initié ça, mais on est dans une ère où le journalisme marche beaucoup à l'engagement le journalisme engagé marche parce qu'il y a l'engagement des lecteurs. On est dans un nouvel modèle économique de la presse où on a besoin des lecteurs. Et du coup, on fait cette propagande. Mais en fait, c'est hyper important pour nous. Et ça nous fait toujours plaisir quand on voit que ce soit nos amis ou des gens juste qui ont des lecteurs, qu'on recroise, qui en fait font ce travail de propagande pour nous en disant merci, heureusement que Street Press est là, heureusement que Blast est là, voilà. Et c'est tout aussi important que les dons, que le message passe. Et sinon, pour ce qui est de les lecteurs, je pense qu'on a tous à cœur, au contraire, de toujours un peu aller à rebours de ce que, on va dire, notre camp attend de nous. Moi, je pense je pense à Mediapart qui a enquêté sur la France insoumise, alors que j'ai vu le documentaire hier de Sarkozy, génial documentaire, mais donc
tout ce discours qui dit que Mediapart c'est une officine. Bon bah Mediapart a fait le taf en enquêtant sur la France insoumise. Nous par exemple, Street Press, qui est un média avec une identité urbaine, a beaucoup fait des interviews garde à vue, les interviews GAV, pour ceux qui connaissent Street Press depuis longtemps, je sais pas. C'était des interviews avec des rappeurs qui racontent leur rapport à la police. Donc c'était super parce que c'était une parole peu entendue et puis c'était pas forcément de l'enquête, c'était juste, ça pouvait être anodin comme rapport, mais ça dessinait un rapport à la police de ces hommes racisés venant de milieux populaires intéressante et puis marrante parfois. Et en fait, la société évoluant et les débats évoluant, Inès Belkacem, la rédactrice en chef du pôle Société aujourd'hui, a enquêté sur des violences sexuelles dans l'industrie du rap. On était très bien placés pour faire ces enquêtes-là, vu que c'était nos sujets. Et du coup, ça devenait compliqué de faire les interviews GAV. Déjà, ça a duré 3-4 ans. Donc, bon, on fait le tour. Et puis, le rapport au label, parce que faire des interviews culturelles, le journaliste culturel, il y a quelque chose avec l'indépendance, puisqu'on travaille beaucoup avec la communication des artistes. Bref, il y a eu une décision d'arrêter les interviews garde à vue parce que c'était plus trop possible de faire ces interviews sur les VSS dans le milieu du rap en toute liberté. Donc voilà, je pense que comme on est journaliste avant tout, au contraire, on est aussi là pour apporter des choses auxquelles notre lectorat a pas pensé. Et enfin, je pense que au contraire. Et les lecteurs nous connaissent et savent que on est là pour ça. Donc. Est-ce que, David, je peux poser une question? Parce que là, tu n'as pas éteint la lumière, donc je ne sais pas quoi faire, David. Tu n'as pas éteint la lumière de la question. Excuse-moi. Non, c'est une erreur. Très bien. À toi la parole. Ah, super. Bien sûr. Trop bien. On a parlé de... Ne vous inquiétez pas, on va faire revenir dans le public aussi. C'est juste parce que là, on a balayé pas mal de types de pression, le cyberharcèlement, la pression judiciaire, la pression économique. Mais c'est vrai qu'il y a une pression qu'on n'a pas abordée qui, en fait, est la pression physique et les menaces physiques que peuvent subir les journalistes. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Olivier en a. Olivier a passé un bon moment avant d'être à Blast. Non, mais je tiltais hier en relisant là, le petit topo que tu nous as envoyé pour récapituler le programme, enfin le plan. Parce que oui, on dirait pas comme ça, mais j'ai préparé un truc en fait. C'est bon. Il y a du travail. Tu avais écrit victime de menaces, de violences physiques, de choses comme ça. Bon. Moi, ça m'est arrivé dans un autre cadre que celui de Blast. J'ai exercé en Corse. Où j'ai créé et piloté et fini par couler un quotidien dans les années 2010. Créer un quotidien en Corse, ça veut dire forcément arriver dans une société que je connais bien, qui est toute petite, qui est insulaire, qui exprime des choses parfois avec beaucoup de brutalité. Donc c'est une société de proximité, et créer un quotidien dans cette île-là, ça veut dire que vous êtes concurrent de celui qui existe, de Corse Matin, et que donc forcément vous pensez et vous allez créer un contre-modèle. Le contre-modèle, c'est quoi? C'est d'arriver en Corse, dans une île où il y a une criminalité organisée galopante. Ma consoeur et mon amie Hélène Constanti, qui est une journaliste qui collabore très régulièrement à Mediapart, a écrit un livre... je crois que ça s'appelle L'Emprise. C'est une société sous emprise. Maintenant, on parle de phénomène mafieux ou de mafia en Corse. Bon, il faut faire attention avec les mots. Voilà. Mais donc moi, je suis arrivé là-bas en 2009. J'y suis retourné. C'était un groupe de presse courageux local, groupe de presse et de communication, qui publiait depuis une dizaine d'années un mensuel qui était extrêmement courageux, qui s'appelait Corsica, qui faisait des unes. C'était un peu qui. Faire ça en Corse, il faut le faire dans une société aussi petite que celle-ci. C'est-à-dire que exercer notre métier à Paris avec courage, c'est important, c'est nécessaire, c'est utile, il faut le faire. Mais globalement, le soir, allez, on va rentrer chez nous et on va être surveillé par notre copine ou notre copain. En Corse, quand vous exercez, quand vous sortez du bureau, les gens sont là. Voilà.
Donc il faut savoir gérer ça. Et moi j'y suis retourné parce que je voulais pas rentrer en Corse. Il se trouve que je suis corse parce que je connais très très bien cette société. Donc ce groupe de presse voulait lancer un quotidien, mais les confrères corses ne voulaient pas s'y mettre. Non pas parce qu'ils n'aiment pas travailler, mais parce que c'est compliqué. Donc ils ont fait venir une équipe extérieure, moi en particulier. Et il se trouve que je suis corse, mais j'ai pas un nom qui sonne. Et je ne voulais surtout pas agiter la carte. Oh, je suis corse, parce que moi le journalisme par les Corses pour les Corses, c'est pas mon truc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pratiquer le journalisme en Corse comme on le pratique à Paris, à Londres, et comme on doit le pratiquer. Mais c'est pas la même chose. C'est très très compliqué. Ça veut dire que vous prenez une petite rédaction de jeunes débutants parce que vous n'avez pas les moyens du concurrent, toute petite, et que vous les poussez à faire des choses que les autres ne font pas. Et eux, ils sont des juniors. C'est difficile, c'est dangereux. Et quand Corse Matin sort un article sur un assassinat, on ne comprend rien. Mais il semble qu'il y a eu quelque chose. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas. Non seulement juste l'identité, jamais, mais alors pourquoi, qui, quoi, comment, qu'est-ce qui est en jeu derrière, ça, il n'y avait personne. Et quand vous êtes le journal qui explique ça, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez un journaliste qui est en charge de ces dossiers-là, qui sort d'école, qui a 25-26 ans, qui arrive, qui est tout bleu pendant 3 jours. Il est tout bleu, vous comprenez. Donc vous le prenez dans un coin, vous rassurez, vous le sortez de l'exercice de son métier, et puis vous réfléchissez. Et vous comprenez qu'il a été approché, menacé, par des gens qui ne rigolent pas. D'ailleurs, il y a eu un film magnifique, moi je pense au film de Thierry de Peretti, Une jeunesse corse. Moi j'ai grandi là-dedans, c'est pour ça que quand je suis rentré en Corse, je savais à peu près gérer ça. Mais lui non. Et il y a un autre film magnifique, Borgo, sur l'histoire incroyable de cette gardienne de Borgo qui va aller donner le top à un assassinat d'un prisonnier qui rentre, qui est en permission. Ce sont 2 très grands noms de la criminalité organisée corse, à qui on prête beaucoup, et qui vont être flingués à la sortie de l'aéroport de Porretta. Un des 2 flingués, son surnom c'était Tony le Boucher, c'est lui qui avait approché mon journaliste. Et Tony le Boucher, on lui prêtait beaucoup, par des gens... Voilà. Donc vous êtes confronté à ça. Un autre jour, il m'est arrivé d'écrire un article qui a déplu à un hôtelier très célébré par la presse économique et locale, racontant les connexions avec des intérêts très très particuliers. Donc il prenait de la pub dans mon journal, il a appelé, mon propriétaire n'était pas content. Bon, je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, moi, ma démission, tu l'as depuis le début. Si ça ne te convient pas, je m'en vais, il n'y aura aucun problème. Mais tant que je suis là, c'est comme ça. Bon, donc on a perdu 70, 80 abonnements, ce qui pesait. Et puis ça n'allait pas, donc il m'a appelé. Ça a été très fleuri. Et puis comme, voilà, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis désolé, monsieur, je fais mon métier, uniquement mon métier. Il m'a clairement menacé. Alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Vous ne prenez pas ça à la légère, vous ne tremblez pas. D'abord, je savais pourquoi j'y allais et comment. Vous prenez des précautions, vous appelez monsieur le procureur. Une autre éminence de la criminalité organisée, fils et père, proche de la brise de mer, n'a pas apprécié une enquête que j'avais écrite et m'a fait menacer par un avocat. Alors un avocat dans ce type de situation, généralement, même en pénal, même dans chez des voyous, il joue le go-between. C'est-à-dire il essaye d'apaiser les choses, heureusement. Là, il avait fait appeler de prison son avocat pour que cet avocat appelle un journaliste et une rédaction et le patron d'une rédaction et le menace. Je lui ai dit, mais vous êtes complètement dingue, monsieur. Vous savez qui vous a appelé, là, vous ne vous rendez pas compte. Je lui ai dit, donc si vous voulez jouer le petit télégraphiste, vous dites, voilà, non. Et puis vous savez que je vais appeler le procureur, évidemment, et je vais prendre des précautions. Donc j'ai appelé le procureur, on signale ça, évidemment, parce que c'est une situation dangereuse, et je ne rigole pas, parce que ce sont des gens qui ont des piles d'adversaires, comme dans l'affaire qui concerne Fabrice Arfi. Et le truc, c'est de ne pas être tout en haut de la pile, parce que là, ça peut vous arriver. C'est-à-dire ils ont 100 ou 150 cibles. Donc si vous êtes juste quelqu'un qui est un peu emmerdant à mon avis, il faut savoir relâcher un peu la pression, parce qu'on n'est pas là pour le pire non plus. Ça ne le mérite pas. Mais il faut prendre ça avec sérieux. Donc là, j'ai vu un de ces avocats qui a joué le go-between, on prend des précautions, mais ces choses-là arrivent. La Corse étant un endroit particulier. Et on recevait Saviano, vous avez aussi reçu à Mediapart. Bon, voilà, Saviano, c'est d'abord, lisez ce livre, je suis en train de lire Falcone, formidable. Puis c'est de l'écriture, et puis quelle histoire. Mais lui c'est très concret. Voilà.
Est-ce que vous, il y a eu des menaces physiques ou... On a l'impression que vraiment j'attends que ça. Dites-moi que vous avez eu des menaces. C'est pas obligé, hein. Alors, du coup, après le récit qui vient d'être fait par Olivier, non, bah nous, enfin, des menaces physiques et des petites, des brutalisations physiques, des violences physiques, c'est notamment l'extrême droite en fait. Voilà, j'ai en tête, et j'en oublierai sans doute, mais j'ai en tête ma consoeur Marine Turki qui, aux manifestations du Rassemblement national, notamment le 1er mai, se fait physiquement brutaliser par des proches de Marine Le Pen, des Gudards, des anciens Gudards. Donc voilà, il y a cette violence physique-là, on l'éprouve avec l'extrême droite. Et ça a été aussi le cas d'un de mes collègues à quotidien, Paul Larouturou, pareil, hein, dans un salon, je ne sais plus lequel, où voilà, il s'était fait brutaliser par des gens dans l'entourage de Marine Le Pen. Donc, ouais, la violence physique, c'est notamment celle de l'extrême droite, je dirais. Et j'oublie sans doute des choses, mais... Moi, c'est mes collègues qui travaillent sur l'extrême droite. Je crois qu'il y avait eu des cibles qui avaient été mises dans des vidéos et des jeunes d'extrême droite qui s'entraînaient à tirer. Les souvenirs sont un peu flous parce que ça me concerne pas. Donc, quand ça me concerne pas, voilà, on s'attarde pas non plus sur le négatif à la rédac. Mais oui, bah forcément, c'est des menaces concrètes, quoi. Je voudrais dire un dernier truc sur les atteintes physiques. C'est pas des menaces, mais c'est des atteintes physiques. Quand même, toute la phase de manifestation des Gilets jaunes, les journalistes, enfin donc les manifestants, donc on a beaucoup documenté les violences physiques, les mutilations de manifestants qui se prenaient des tirs de LBD et compagnie. Les journalistes qui couvraient ces manifestations ont été particulièrement brutalisés par la police pendant ces manifestations, empêchés de faire leur travail, mais aussi brutalisés, voilà, violentés. Donc ça c'était un moment très, très frappant, je trouve, la couverture de ces manifestations. C'était physiquement, pour ceux et celles qui allaient au plus près de ces manifs, c'était compliqué. Parce qu'en fait, je regarde jamais par là-bas. Donc, oui, j'ai dit, est-ce qu'il y a déjà des mains de levée? David, il faut sortir de la bulle. Je sors de ma cavité. Les gens sont fous. Il y a... je ne sais pas qui a levé la main en premier. Là-bas, il y en a. Alors, on va commencer par tout sur la gauche. Ouais, c'est bien. Un monsieur là. Et parce que je me dis, je les ai pas regardés depuis le début. Bien à gauche, là, donc. Très bien. Je vous ai vu. Bon, en même temps, maintenant, faites signe à David. C'est David qui a le micro, c'est David qui... Bonjour. Moi, j'avais une question sur l'avenir du journalisme engagé. On a vu que les milliardaires, le grand capitalisme, allaient essayer de mettre la main sur les écoles de journalisme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque idéologique et que dans quelques années, vous allez avoir du mal à trouver un vivier de journalistes? Est-ce qu'ils ne seront pas tous devenus formatés et est-ce que ce ne sera pas plus difficile de faire vivre les rédactions en termes d'idéologie? Alors déjà pour je crois que c'est l'ESJ Paris, ça nous a tous alertés parce que c'est surtout une intention des milliardaires d'aller à la source et de former. Mais ils ont déjà il y a Marion Maréchal qui a un institut de formation, l'IPJ si je me trompe pas. Bon, en tout cas voilà, c'est surtout leur intention qui est inquiétante, mais en réalité c'est une école qui est, je ne sais pas pour valoriser uniquement les écoles reconnues par la profession, mais c'est une école qui n'est pas dans celles qui sont reconnues par la profession. Donc, je pense qu'il y a encore un vivier enfin, il y aura toujours un vivier toujours, c'est peut-être trop s'avancer, mais en tout cas, moi, je ne m'inquiète pas pour les candidats au journalisme. En revanche, c'est le financement de la presse, puisque je pense que les médias indépendants sont d'autant plus importants que les milliardaires, que ce soit Bernard Arnault chez LVMH ou Bolloré avec Prisma Media, JDD, etc., deviennent vraiment politiques dans leur gestion des médias, alors qu'avant, il y avait moins d'implication politique. C'est plutôt renforcer les médias indépendants, mais je pense que le tournant est en train de se faire. Et moi, j'ai un peu d'espoir j'ai quand même un peu d'espoir quand je vois ce qui se fait. Nous, chez Street Press, pour la première année, on marche au don comme Blast. Et là, cette année, notre campagne de don, c'était on a appelé au don mensuel pour pérenniser. En gros, c'est aussi de la communication, dire à ceux qui nous soutiennent. On va avoir besoin de vous dans la durée et de façon structurelle et voilà, faut vous engager vraiment, faire que ce soit un petit budget quand vous avez les moyens
Et je pense que ça rentre, moi c'est l'impression que j'ai. Après, bon, il y a aussi l'inflation, les inégalités en hausse qui font que les gens vont pas prioriser les médias indés forcément dans leurs dépenses, mais je suis pas si inquiète pour le journalisme engagé. Pour le journalisme en général, oui, mais le journalisme qu'on représente... Pour ces ressources, si c'était la question, la formation, les étudiants, les jeunes confrères, moi je suis assez optimiste. Je vois même dans certaines des écoles, alors celles-ci reconnues par la profession, il y en a suffisamment pour pas aller puiser. Nous on a failli, on l'a pas fait, mais là on est entre nous, donc je vous le dis, on a failli produire un communiqué en expliquant que nous ne recruterions aucun journaliste sortant de cette école. On ne l'a pas fait, je ne sais pas s'il fallait le faire. Mais enfin, la réflexion s'est posée, puis là, on réfléchit ensemble sur ce qui doit être fait. Mais par contre, moi, je sais qu'on le fait peu, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de structurer ça à ce jour, mais il faudra qu'on réponde à des invitations. Mais nous, par exemple, le Blast, vous allez dans des écoles de journalisme aujourd'hui, mais c'est un carton absolu auprès de ces jeunes étudiants. C'est ce qu'ils ont envie de faire. C'est ce qu'ils ont envie de faire parce que nous répondons voilà, à une attente, à des besoins d'un journalisme engagé avec des choses qui correspondent à leur génération. Et la question, je vais vous le dire, c'est que moi quand je suis venu ici, très heureux de venir participer à cette manifestation. La personne qui gère les partenariats chez nous, puisque nous en sommes partenaires, je lui ai dit, mais ça serait bien de coupler ça avec des visites dans les écoles de journalisme. Il y en a une à Bordeaux, par exemple. Parce que je sais, voilà. Et donc Denis m'a dit, ouais, mais tu sais, dans les écoles de journalisme, c'est souvent les directions, ils nous aiment pas beaucoup, hein. J'ai dit, mais c'est pas grave, on va passer par les associations des étudiants. Et puis, je voudrais bien voir les directions des écoles qui interdisent à une association d'étudiants de recevoir un média, Blast. Voilà. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste, mais après le combat il est là. Et puis on parle de Bolloré, alors là c'est vraiment la caricature et l'avant-garde, j'ai envie de dire, du pire. Mais il n'y a pas besoin d'aller chez Bolloré, hein. Il suffit de regarder la façon dont tournent les médias du pôle en constitution de SAAD. Nous, on a fait une petite pique cette semaine très amusante avec le nouveau directeur de la rédaction de La Provence à Marseille, qui était au pied de l'avion bien révérend de M. Macron. On se souvient que la précédente visite à Marseille, Macron était parti voir les quartiers nord pour les questions de narcotrafic. Et il y avait une qui disait, bon, ben, il est parti après son blabla, mais nous, on est toujours là. Et là, ça avait fait un scandale. Le directeur de la rédaction sous Saad a été viré et remplacé par le nouveau qui, lui, va au pied de l'avion, Serville, pour faire une interview consternante. Et nous, on s'est amusé à lister les questions qu'il aurait pu poser. Par exemple, sur M. Castaner et ses pratiques au port de Marseille, etc. etc. Voilà. Mais non, moi, je pense que... Mais bon, après, le combat est engagé. Et puis, évidemment, ça se joue sur les soutiens. On n'a pas de milliardaires, on ne fait pas de la finance. Et on a des moyens qui sont là grâce à vous, qui êtes derrière nous. Oui, parce que alors, pour le coup, vous me regardez, vous levez la main. En réalité, voilà. Maintenant, c'est lui le maître du micro. Alors, attendez, monsieur, parce que je vous disais, je vous donne la parole, mais j'ai complètement oublié de vous donner une règle que j'aime bien appliquer, c'est de donner la parole paritairement. Donc, comme c'était un monsieur, je vais aller voir une dame, puis après, je reviendrai vous voir, si vous voulez bien. Le chat, lui, il y avait une main... Ouais, c'est vous. Vous voulez bien vous approcher Peut-être que pour cet après-midi, tu feras pas le chat et le public. Ah bah, pourquoi ça vous plaît pas? Mais c'est super, moi j'adore, mais comment tu fais pour être partout? Réagit, hein. Bonjour, alors moi j'avais juste une question. Quand on est jeune journaliste, est-ce qu'on peut se permettre de parler de tout ou est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il faut bien s'entourer? Qu'est-ce qu'il faut faire en préalable? Est-ce qu'on peut parler de tous les sujets, de tous les pays? Ou il faut faire quand même attention quand on commence dans ce métier? Ben, c'est difficile de répondre comme ça, mais il faut pas. Si on commence en étant jeune journaliste à s'auto-censurer, c'est compliqué, quoi. Même si c'est en effet plus que la censure, l'autocensure, je pense, qui est la plus grosse menace dans les rédactions, parce que là on parle de 3 rédactions indépendantes. Ok, il y a plein, enfin le gros des journalistes ce n'est pas là. Et je veux dire en termes de nombre, et dans des rédactions qui sont pas forcément, soit le service public, ou soit des rédactions qui sont des médias privés tenus pour beaucoup par des industriels qui ont d'autres intérêts privés que le droit à l'information. Mais si vous vous retrouvez dans ces rédactions, il faut essayer quand même de pousser les limites et les limites du cadre, quoi. Enfin, si vous commencez dans ce métier en vous disant bah tiens, il y a ça, je vais pas faire ça. Évidemment, faut pas vous mettre en danger et aller au casse-pipe. Voilà, sur des situations qu'a pu raconter Olivier, faut pas se mettre en danger personnellement, en fait. Évidemment, il faut
voir ce qu'on a autour comme structure pour pouvoir pousser un peu les limites. Mais il faut quand même arriver dans une rédac. Enfin, moi, je le dis d'autant plus facilement que j'ai travaillé dans plein de rédacs différentes, et notamment des rédacs où, ce que je voulais proposer de faire n'était pas exactement ce qu'on attendait de moi. Et donc, voilà, c'est aussi ça qui est amusant. C'est-à-dire que si on arrive dans une rédac et qu'on se met dans les pas, dans la ligne, et qu'on est juste là pour faire les trucs qu'on nous demande et sans proposer, sans bousculer, c'est quand même déjà renoncer un peu à une part de notre métier, quoi. On est quand même là pour penser contre nous-mêmes, pour se bousculer et pour aller un peu plus loin. Donc il faut quand même avoir ça en tête, avoir envie. Et du coup, avoir un peu l'énergie et l'envie pour. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se lever tous les matins et d'avoir la pêche pour se dire, là, je vais aller reproposer ce sujet au Red Chef qui me l'a déjà envoyé chier, en se disant, cette fois-ci, je vais le pitcher comme ça, et puis là, ça va passer, et puis en fait, c'est important, et tatati, tatata. Mais il faut quand même avoir un peu cet état d'esprit-là, je pense. Être un peu combatif, quoi. Oui. La réponse, c'est que tu dois pousser le curseur le plus loin possible. Voilà. Si tu es dans une rédaction qui en fait qu'on fait de l'institutionnel et tout sauf du journalisme, si tu es là, tu y es, tu y restes, tu apprends et tu pousses le curseur le plus loin possible. Toujours. Voilà. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas aller à l'impossible. Voilà. Pas se mettre en danger, effectivement. Et puis tu feras autre chose, tu iras ailleurs. Parce qu'après, il y a deux attitudes. Je veux dire, dans des tas de journaux très installés, effectivement, nous, on est rikiki. Hein. Nous, Blas, c'est 10 cartes de presse en interne. Hein. Enfin, voilà, profession, c'est... il y a combien de cartes de presse? 34 000, 32 000, bon, ça faiblit. Mais enfin, voilà, on n'est rien du tout. Mais le gros des journalistes, des journaux et des médias en France, bon, ce sont des rédactions qui, souvent, font de la relation, quoi, font des communiqués, etc. Bon, c'est peut-être pas passionnant. Moi, je l'ai fait. Je suis passé partout. Hein. Je suis passé dans tous les journaux. J'ai toujours cherché à apprendre quelque chose, à détecter, voilà, et je considérais pas que c'était brillant, mais je ne dénigrais pas ça. Et moi, j'ai enseigné en école de journalisme, je leur disais, d'abord, ne vous faites pas bouffer votre rêve, vous le gardez, n'acceptez pas qu'on vous le bouffe et qu'on vous le détruise, parce qu'il y a deux attitudes, soit tu vas trop loin et tu sors du cadre, non, il faut que tu restes dans le cadre en allant le plus loin possible, ou soit tu renonces à tout, tu fais du journalisme pour te faire des copains, pour avoir des invitations. Ça peut être très, très agréable, ça peut être une petite vie, mais enfin, c'est pas du journalisme de mon point de vue. Voilà. Tout dernier truc, très concrètement, si vous êtes dans une rédac et que soit on vous censure ou on vous empêche de faire des choses, on vous met de côté, on vous cornérise parce que vous l'ouvrez et que vous essayez d'aller plus loin, je pense qu'il faut le dire en fait. Parce que l'erreur, c'est de garder tout pour soi et d'être un peu pétrifié. Donc je pense qu'il faut le dire à la SDJ quand il y a une SDJ, donc c'est les journalistes qui sont élus pour veiller à la bonne déontologie dans les médias. Il faut le dire aux syndicats quand c'est possible de se tourner vers des syndicats, voire se syndiquer. En fait, il y a quand même des instances, des structures qui permettent d'avoir du soutien et une forme, je ne sais pas si c'est de protection, mais en tout cas de ne pas être tout seul, quoi, et d'avoir un collectif. Parce que c'est quand même le collectif qui fait qu'on est fort, on en revient toujours à ça. Donc voilà, il ne faut pas garder pour soi et publiciser les choses, c'est déjà une façon de les neutraliser. Monsieur. Ah non, pardon, vas-y. Oh non, mais... Vas-y. Ah non, ça fait 2 fois que je te coupe la parole, c'est pas bon ça. À toi, Lina. Non, c'était juste pour rebondir. Je suis d'accord avec mes confrères. Mais je voulais rajouter, moi j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po, et j'ai fait Sciences Po avant, et en ayant grandi dans une famille de militants. Donc la question me parle parce que j'ai eu l'impression qu'il fallait que je cache mes idées, mon orientation politique pendant mes études supérieures. Et Sciences Po, c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas besoin de l'extrême droite qui rachète des écoles de journalisme pour avoir un formatage assez impressionnant. On nous apprenait à être des couteaux suisses, donc c'était vraiment la forme qui comptait plus que le fond. Je me souviens pas d'avoir eu de cours d'enquête, beaucoup. Notre directeur d'école nous a pas vraiment poussé à aller postuler dans des rédactions comme Mediapart ou autres, ce qui est assez surprenant quand on prend du recul, en fait. Mais sur le moment, on est jeune et c'est très bien raconté dans le livre d'un homme politique que je préférais quand il était journaliste. François Ruffin, Les soldats du journalisme.
Les petits soldats du journalisme, pardon. Et franchement, ça n'a pas changé du tout. C'est vraiment, ça raconte comment en fait, on nous apprend à faire des micro-trottoirs où en fait le prof ou le rédacteur en chef, quand c'est dans la vie active, nous demande d'avance la réponse qu'on doit avoir. Et donc, on va faire des micro-trottoirs sur les grèves de train dans les gares et demander aux gens comment ça les embête. Donc, c'est vraiment le niveau zéro du journalisme. Mais les écoles de journalisme ont ce problème. Mais du coup, avec cette personnalité de vouloir me cacher mes idées parce que j'avais peur de jamais être embauchée, j'ai fait des stages vraiment patte blanche. Donc j'ai fait par exemple un stage au Figaro, service économique, en 2017, à l'époque où Macron était ministre de l'économie. Et franchement, c'était hyper intéressant. Donc en plus, en stage, on est dans une position où on fait ce qu'on nous dit quand même. Donc faut prendre ça comme ça parce que c'est aussi intéressant ensuite quand on bosse dans des médias qui nous correspondent mieux pour comprendre l'environnement média. Et c'était très rigolo parce qu'au service éco, les journalistes autour de moi trouvaient Macron trop beau. Donc ça racontait vraiment quelque chose de ce qui était en train de se construire. Et je pense qu'il faut aussi prendre ces expériences quand on est en école de journalisme. Déjà aussi parce que, c'était l'époque où le Figaro Vox n'avait pas encore pris l'ampleur. Enfin, Eugénie Bastier était déjà dans la rédaction, mais le Figaro n'était pas encore pour l'union des droites, totalement. Et donc, il y a des services intéressants au Figaro, je pense au service international. Bref, c'est intéressant de toute façon parce que c'est des vieilles maisons qui ont un savoir-faire. Et puis, c'est aussi intéressant pour comprendre l'économie des médias et pour être un meilleur journaliste dans ce milieu, quoi. Allez-y, monsieur. Oui, donc, oui, excusez-moi, vous tenez le... Moi, j'avais d'abord une information, puis ensuite une question. L'information, c'est que je suis d'une commune à côté, la Carbon-Blanc, et il y a un cinéma, et dans le cinéma, on va programmer le 11 mars. Personne n'y comprend rien, puisque je sais que tout le monde n'a pas pu le voir sur l'Autopia, donc je vous invite, si vous n'avez pas pu le voir, de venir le voir sur le cinéma de Carbon-Blanc. On va faire à cette occasion un débat donc, sur bien sûr, à partir de ce documentaire qui est tout à fait intéressant. La question, c'était, vous avez dit, on a exploré un certain nombre de choses, notamment le terrain judiciaire, vous avez dit aussi le terrain économique. Moi, je trouve qu'on n'a pas été très loin sur la question du terrain économique. Je vous poserai la question directement, qui est de dire, est-ce que vous avez été empêché pour des raisons économiques de faire un reportage là, parce que vous n'aviez pas la capacité de financer une enquête qui était... Que vous saviez a priori qui était une enquête très longue et très coûteuse, quoi. Je peux essayer de répondre pour Mediapart. Je crois pas. Mais est-ce que alors, je ne sais pas si c'est de l'autocensure, mais est-ce qu'on ne fait pas les enquêtes, enfin, on travaille en fonction de nos moyens. Alors, chaque année, on vote un budget pour l'année suivante, le budget de l'entreprise. On réfléchit dans ce budget à augmenter soit nos capacités dans la rédaction en recrutant tel ou tel journaliste sur tel sujet qui serait encore un angle mort. On va recruter dans tel et tel service du journal, je ne sais pas, des gens en marketing ou équipe technique et produit pour développer et que l'expérience de nos lecteurs soit meilleure, etc., etc. Donc, on construit des budgets en fonction de nos capacités, de nos ressources pour pouvoir aller le plus loin possible. Est-ce que parfois, si vous voulez, un peu, j'ai envie de dire, sky is the limit, quoi. Et on pourrait sans doute encore plus enquêter sur des plus gros trucs. Quand c'est très gros, ce que je disais tout à l'heure, quand c'est très très gros, par exemple, quand on a des leaks de documents, de centaines de pages de documents, par exemple, et que c'est souvent transnational, eh ben, on est dans un consortium, le IC, qui rassemble des journalistes de différentes rédactions ailleurs qu'en France. Et donc, on unit nos forces pour pouvoir mener des enquêtes qui seraient très longues et qui seraient aussi certainement impossibles à mener tout seul parce qu'elles font appel à des compétences de journalistes différentes. Voilà, nous, un de nos journalistes, Yann Philippin, est hyper calé en économie, en comptabilité, en évasion fiscale, en bilan financier. Voilà, il peut lire des documents comptables comme on lirait un roman, quoi. Mais d'autres journalistes vont avoir besoin vont être bons en OSINT ou en data. Enfin bref, voilà. Donc c'est peut-être comme ça qu'on envisage les grosses enquêtes très complexes. C'est aussi ce que tu as dit, Olivier, sur les cas des dry leaks, les infos que vous aviez récupérées via Reflet et que vous aviez mutualisé vos forces pour travailler ensemble. C'est plutôt comme ça qu'on travaille, mais je n'ai pas le souvenir qu'on ait renoncé à une enquête
par manque de moyens? Euh, Même si toujours il y a des renoncements, enfin évidemment c'est... Oui, il y a des limites financières, mais moi je suis plutôt concentré. Oui, c'est difficile de répondre. Enfin, la question est bonne, mais est juste. Mais moi je suis concentré dans ce qu'on fait, pas dans ce qu'on fait pas. Après, dans l'absolu, si j'y réfléchis 2 minutes, oui, il y aurait des tas de choses que j'aimerais faire, pas des regrets, mais des tas de choses que j'aimerais faire. Effectivement, quand on rentre sur des enquêtes qui prennent du temps, quand elles deviennent effectivement transnationales, là il y a un certain nombre de problématiques qui font que un média seul, même assez en bonne santé, ne peut pas les porter seul. Donc là, il y a les réponses des consortiums, qui a vraiment été quelque chose de très très important dans la profession. C'est apparu il y a une quinzaine d'années. Moi, j'en ai expérimenté 1 ou 2, mais c'est fabuleux. J'avais parlé avec Michel Henry. Je ne sais plus s'il avait fait pour Libération. Il est passé chez vous, Mediapart, Michel Henry? Mais il avait fait un Lix, je crois, en consortium. Et voilà, j'avais parlé de ça avec lui. Nous, on en a fait 1 ou 2 avec Follow the Money, notamment, qui est une organisation hollandaise du journalisme très très engagé, qui partage de l'information. Bon, Mediapart a dû très certainement travailler avec eux. Voilà, mais oui, j'ai une liste d'enquêtes importantes pour lesquelles je peux pas tout faire en même temps. J'ai pas assez de journalistes. Voilà, ça c'est les limites. Nous, on est 10 cartes de presse en interne. Je veux dire, on fait une production qui est une production très 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 dense tous les jours, en enquête, en journalisme, en émission. C'est une très lourde machine. Et puis après, on fait vivre selon les variations du moment et les angoisses qu'on a en fin d'année, se disant est-ce qu'on va passer, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on refait une année. Pour l'instant, le miracle continue. On fait vivre sur les enquêtes entre une dizaine de journalistes réguliers. J'aimerais en avoir 20, 30, 40. Voilà, je ne sais plus à quelle occasion on nous avait accusé à l'époque d'avoir potentiellement un financeur, c'était lié à une histoire liée à Anticor, qui aurait pu être par ailleurs un homme d'affaires, qui aurait pu être par ailleurs un supporter, finalement il s'était fâché avec lui, de Montebourg, qui aurait été candidat aux élections. Bon, ça renvoie à de l'archéologie. Enfin, on nous avait accusé de ça. Et moi j'avais cette position en interne. Moi, j'avais dit, moi, en fin de compte, l'argent, quelque part, d'où il vient, oui. Je me pose la question, parce que c'est mon quotidien de tracer ça, et comme Yann Philippin, de regarder ce que ça veut dire et ce que ça implique, et d'analyser. Une fois qu'on a, on explique ce que ça veut dire. Mais moi, Bolloré, il me filerait 300 000 euros, j'achète pour 300 000 euros de journalistes qui lui tirent dans le pied, quoi. Voilà. Donc il faut de l'argent, oui. J'espère que M. Bolloré nous entend. Non, mais je suis d'accord, mais je pense que c'est pas tant une censure que des choix à faire et en fait, on aimerait juste avoir le triple, le quadruple de journalistes pour en conf de rédac, ne pas avoir à dire mets-toi sur ça parce que ça a l'air plus intéressant que ça et en fait pouvoir faire ça et ça. Enfin, c'est tout. Je prends celui-là parce que l'ingé son, il m'a dit garde le même. Je fais ce qu'il me dit. Donc merci beaucoup. On est obligé de s'arrêter parce que déjà qu'on a commencé en retard, donc on est en retard. Bref, il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup. Vous avez été incroyables, que ce soit vous ou le chat, avec plein de questions super intéressantes. Merci à vous parce qu'évidemment vos réponses étaient superbes aussi. N'hésitez pas donc à soutenir leurs médias, à aller les découvrir, à aller regarder à l'étage la suite. Et évidemment, je suis bien obligée entre chaque conférence de faire l'instant promo. Vous voulez soutenir Revue Far West qui organise le festival? Inscrivez-vous à notre newsletter d'information gratuite. Ou alors, vous pouvez acheter notre revue sur le stand du libraire. Bonne suite de festival. Et merci David, merci au poste. Pardon David. Voilà, j'ai laissé un petit peu le décalage se faire. Donc, chers amis, on va rebooter la machine. Là, j'ai les copains de la technique. J'ai Jérôme et puis c'est quoi ton nom déjà? Je ne sais plus ton prénom. Je suis encore là. Je cherche ton prénom, excuse-moi. Comment? Johan, voilà, qui sont là, et ils viennent vers moi là, les copains les copains de la technique, parce que y a des problèmes, hein. Il y a des petits problèmes de décalage de son. On va en parler. Les amis, j'envoie le générique et je vous dis à 13h30. Ah là, il n'y a plus de décalage. Alors là, il n'y a plus de décalage. Vous voulez passer à l'antenne ou pas, les amis? Venez, regardez.
Voilà, viens Jérôme. Voilà, ça c'est Jérôme qui fait des miracles. Et Johan, c'est toi qui as fait le déco. Oui. Extraordinaire la déco, bravo, bravo. Alors on a eu un problème. À un moment donné, il n'y a plus eu de son. Et après, il y a eu un décalage. Voilà. Alors nous, on l'a checké sur notre système et a priori, il était bon. Alors, Il était bon. On va essayer de voir maintenant dans ta machine. On va redémarrer. Voilà. Coucou les camarades. Bonjour Jérôme et Johan. Super programme. C'est soit le son de scène, soit le son OBS. Le décalage, c'est avec la vidéo des intervenants, mais pas avec la vidéo de David en vignette. Okay, oui, donc c'est le signal, c'est le flux. On va essayer de le régler. Moi j'ai un ticket repas quand même, hein. Donc faut quand même que parce que putain ça carbure. À tout à l'heure les amis, on se retrouve à 13h30 si tout va bien. Merci beaucoup. Arrêtez le streaming. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.